Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, j'ai eu un mois de janvier assez chaotique. Mais avant de vous en parler, comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous ce début d'année? J'ai l'impression que 2022 c'est pour l'instant une petite redite des années précédentes, à savoir que on est confronté à une série d'obstacles complètement non nécessaires qui rendent la vie quotidienne et l'organisation impossible. Pas impossible, hein, mais franchement difficile. Je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais alors ici c'est un petit peu... Ouais, c'est un peu le chaos, mais c'est pas grave, hein, c'est une espèce de chaos semi-organisé où tout le monde est dans le même truc. Du coup, j'ai pas trop eu le temps de filmer pour vous et j'en suis vraiment désolée, c'est simplement qu'en fait voilà, comme il a fallu se dispatcher et être à plusieurs endroits en même temps, forcément... Ici, c'est là où j'ai le moins temps d'être, notamment au niveau du boulot, par rapport aux enfants. J'ai été beaucoup en télétravail, mais en fait il a fallu que j'aille et que je vienne. Très difficile en fait à mettre en œuvre. Pareil, les week-ends un petit peu hallucinants. Et en fait, je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit. Est-ce que je vous l'ai dit? Je me suis blessée en fait, donc là je fais plein d'examens, j'ai plein de rendez-vous médicaux pour essayer de comprendre exactement ce qui se passe et éventuellement avoir une solution. Alors ne vous inquiétez pas, rien de grave, simplement je me suis blessée au genou. Hein. Et comme je suis relativement sportive, c'est très contraignant. Là j'ai eu pas mal d'examens qui m'ont laissé avec un genou particulièrement enflé, à mettre sous la glace. Vous voyez les petits trucs comme ça qui font que déjà que c'est compliqué et en plus si on peut pas se mobiliser comme on veut, ça rend la chose particulièrement sportive mentalement. Ceci étant dit, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan du mois de janvier. Il était temps, je vous l'avais dit en début d'année que j'avais comme objectif de faire des bilans mensuels. Donc je me suis un petit peu organisée de mon côté et j'ai noté en fait ce que j'ai utilisé tous les jours. Alors je ne vais pas vous présenter ce que j'ai utilisé tous les jours, hein, sinon on est là pendant 3 heures. Vous savez que ça me fait plaisir, mais on va essayer d'être un tout petit peu plus succinct. Je dis un tout petit peu plus parce que vu comme c'est parti, attrapez un petit café ou un thé. Hein. Mais bon, je vais vous le faire en 2 parties, comme ça vous pouvez choisir ce que vous voulez regarder, mais si vous regardez tout, c'est encore mieux. La première partie, ça va être bien évidemment sur le teint, les produits teints, et je vais vous faire des petits retours sur les dernières sorties qui ont pu être faites par différentes marques, et on terminera bien évidemment par des palettes. Parce qu'ici c'est Palette Land. Et je me suis donné comme objectif également de un petit peu avoir une meilleure rotation de mes palettes et notamment en fait de ce que j'ai pu avoir dans mes hauls récents. Si vous vous souvenez, c'était un petit peu hallucinant. Donc voilà, j'ai mis pas mal de ces palettes à l'essai dans l'objectif de vous faire un retour et je vais vous donner, donc j'ai classé pour les palettes, j'ai classé les palettes que j'utilisais qui étaient nouvelles et ensuite je ferai mention des palettes que j'avais déjà et que j'ai utilisées. Celles-ci je les classerai pas. Par contre le fait que je les utilise et que je les réintroduise dans des make-up, c'est un petit peu la preuve que ce sont des palettes qui me plaisent. Hein, voilà, pour vous donner un petit indice. Sans plus tarder, parce que cette intro est déjà beaucoup trop longue, on est parti. On va donc commencer ce bilan de janvier avec la partie teint. Et pour commencer cette partie teint et avant de parler des fonds de teint, je voulais vous parler d'une crème qui faisait partie de mon haul USA, qui est la crème de jour Keys Soul Care. Pour faire un tout petit retour sur comment se comporte le produit, et ça c'est quelque chose qui m'a fallu du temps à identifier. Alors c'est une très bonne crème en termes de consistance, en termes d'application, c'est une crème qui n'a pas vraiment d'odeur, c'est agréable, ça laisse une peau hydratée, mais, et c'est un très grand mais, je me suis rendu compte qu'en fait elle altérait la manière dont mes fards à paupières tenaient. Alors en fait moi quand je mets ma crème de jour, c'est une fois que j'ai lavé mon visage le matin et en fait je l'applique de partout. Toutes les crèmes que j'ai jamais eues je l'applique de partout, y compris en fait sur mes paupières. Hein. J'applique ça de partout et je me pose même pas la question. Et en fait ça faisait plusieurs fois que j'ai remarqué que mon fard à paupières tenait moins bien. Alors il y a plusieurs possibilités à ça. Hein. Ça peut être le fard en lui-même, ça peut être la base que j'ai mis, ça dépend un petit peu des jours ou de ce que j'ai fait. Mais à des moments c'était particulièrement visible, notamment avec les fards qui étaient très texturés ou un petit peu émollients déjà, où vraiment en une demi-journée le look avait quasiment complètement disparu ou alors ça avait filé dans des plis, ce qui m'arrive absolument jamais. Il m'a fallu un tout petit peu de temps pour comprendre ce que je faisais ces jours-là parce que ça arrivait plusieurs jours de suite et en fait c'est ça, à chaque fois que j'ai utilisé cette crème et comme je l'applique comme ça, et ben mon look a filé, ce qui ne m'arrive pas avec mes autres crèmes. Donc j'ai 2 autres crèmes que j'utilise, à savoir l'Hydra Crème de chez Chanel que j'adore et la crème de chez Tatcha.
J'ai jamais eu ce problème avec ces crèmes là, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je pense très honnêtement que ça vient de cette crème. Donc maintenant je suis vigilante, je l'applique uniquement sur mon visage et pas sur mes yeux. Et quand je fais ça, j'ai aucun problème avec ce qui se passe sur mes yeux. Donc je pense que si jamais vous étiez intéressé par ce produit, voilà, je voulais vous donner ce petit truc si jamais vous aviez eu ce problème que vous ne compreniez pas, ou en tout cas si ça peut vous aider dans la tenue de vos looks. Attention à ne pas appliquer cette crème sur les paupières parce que ça rend la peau, a priori ça va faire un petit film gras et du coup les fards tiennent moins bien. Peu importe ce que je faisais après, ça a une incidence avec ma peau sur mes paupières, je sais pas ce que c'est. Donc du coup voilà, ça c'était un petit retour. Sinon, enfin, mis à part ce petit truc là, j'aime beaucoup cette crème, mais maintenant je sais qu'il faut que je fasse attention à pas l'appliquer sur mes yeux. Voilà pour ce premier petit retour si jamais ça peut vous être utile. Maintenant pour la partie teint, on va parler fond de teint et j'ai testé 3 fonds de teint différents sur le mois de janvier. Alors c'est assez rare pour moi de tester autant de fonds de teint à la fois, tout simplement parce que on n'a qu'un seul visage, hein. Mais c'est surtout qu'en fait j'ai terminé certains de mes fonds de teint, donc ça m'a permis de faire une nouvelle rotation et il y avait vraiment 2-3 fonds de teint que je voulais absolument tester. Un pour lequel je vous ai même fait une revue, donc on va commencer par celui-ci et c'est le nouveau fond de teint de chez Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Foundation. Donc j'ai le mien en teinte 5N. Alors dans ma revue et dans mon crash test, parce qu'en fait au final c'était un crash test, hein, j'ai pas fait une revue à proprement parler. J'aime beaucoup le résultat de ce fond de teint, j'étais agréablement surprise et par la texture et par la couvrance. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fin, parce que souvent les fonds de teint qui se présentent dans ce genre de packaging comme ça en tube, c'est plutôt soit des bébés crèmes, soit des fonds de teint assez légers. Donc je m'attendais en fait voilà, une formulation un petit peu sérum, un peu plus légère, et en fait non, ce fond de teint a vraiment une très bonne couvrance. Maintenant en termes de tenue et d'application, c'est pas un fond de teint qui va être adapté à tout le monde, notamment les peaux particulièrement sèches. Moi je suis sèche à normale, j'ai des jours où c'est plus ou moins sec. Pour les peaux sèches, ce fond de teint manque en fait d'hydratation. C'est assez marrant, je pense que c'était quand même une des vertus principales de ce fond de teint, c'était le côté voilà, hydratant, ça fait une peau absolument magnifique repulpée. Alors le résultat quand on l'applique est très beau, c'est pas le problème, c'est simplement en termes de tenue au cours de la journée, c'est un fond de teint qui s'assèche un petit peu. Il y en a qui sont comme ça et celui-ci en fait en fait partie. Donc si vous avez la peau sèche, attention, vous risquez d'avoir en fait cet effet un petit peu peau sèche de fin de journée. En termes de tenue, il tient très bien, j'ai pas de soucis pour la tenue, mis à part ce petit truc là qui fait que voilà, on a un effet assez très matifié en fin de journée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on obtient ça avec ce fond de teint, donc moi en soi ça me dérange pas énormément, mais c'est vrai que c'est pas le fini que je préfère absolument. Je préfère des finis qui sont un tout petit peu plus radieux, un tout petit peu plus brillants sans non plus être palette feste du visage. Mais du coup voilà, si jamais, et après sur peau plutôt à tendance grasse, je ne sais pas si du coup il serait pas un peu trop émollient. Là je peux pas parler pour ce type de peau là parce que je n'ai pas ce type de peau. Je vous invite probablement à regarder d'autres revues pour des gens qui ont un type de peau différent du mien. Mais voilà, pour quelqu'un comme moi qui a une peau sèche, normale plutôt à sèche, attention voilà, il se matifie beaucoup en cours de journée, donc pour une soirée, pour une demi-journée, pas de problème. Si vous êtes parti pour des journées très longues, en fin de journée vous allez avoir l'air un petit peu, les traits un tout petit peu tirés, voilà, c'est le seul truc que j'ai remarqué. Mis à part ça, par contre la tenue est très bonne, le fond de teint est encore là, il ne bouge pas trop malgré le masque et tout ça. J'ai même fait du sport avec, enfin vous voyez, genre ma journée se terminée, je suis allée à l'entraînement. Le truc tenait encore en rentrant. Moi j'avais des endroits où il n'y en avait plus, hein, typiquement le front quand on transpire, mais sinon globalement le reste du visage avait relativement bien tenu. Le seul truc c'est que ça se matifie beaucoup en cours de journée. Donc si jamais c'est quelque chose que vous aimez, cet effet matifiant, je pense que ce fond de teint vous plaira beaucoup. Par contre, si au contraire vous n'aimez pas trop avoir cet effet en fin de journée et que vous voulez garder un peu cette luminosité, je pense que ce n'est pas la meilleure option. En parlant de fond de teint qui font un teint radieux, on va parler du nouveau fond de teint de chez Dior. Je vous avais demandé si jamais éventuellement vous étiez intéressé par ce produit. Moi je sais que j'avais l'ancienne version du Skin Glow. Alors le Skin Glow existait déjà, Dior l'a reformulé en début d'année. Moi mon Skin Glow je l'ai terminé mi-année 2021, je dirais durant l'été 2021 je l'ai fini, et puis j'avais le Forever Nude que j'aime beaucoup. Et je voulais tester en fait cette nouvelle formulation en me disant est-ce que ça a fait une grosse différence. Alors pour être honnête, je me souviens pas parfaitement de ce que faisait le Skin Glow. Je me rappelle que j'aimais beaucoup ce fond de teint, j'aimais justement beaucoup l'effet radieux. Alors on a toujours cet effet dans cette nouvelle formulation, simplement l'effet dure un tout petit peu moins
moins longtemps. Ça c'est ce dont je me rappelle, c'est que vraiment avec le Skin Glow on avait ça toute la journée et pour moi entre le Forever Nude et le Skin Glow c'était vraiment une histoire de consistance. Le Forever Nude il a vraiment un côté très hydratant, beaucoup plus que ce que peut avoir le Skin Glow. Du coup avec cette version-ci c'est pareil, c'est-à-dire que le Forever Nude aura toujours cette consistance très hydratante, très peau rafraîchie, que le Skin Glow c'est plutôt un fond de teint dont la couvrance est très bonne, mais avec un effet un peu radieux dedans. On retrouve toujours ça sur Skin Glow, je ne vois pas de différence marquante avec l'ancienne formulation, en tout cas moi il n'y a rien qui m'a frappé, mis à part voilà en fin de journée c'est un peu moins radieux, c'est pas non plus une différence hallucinante, on a toujours la même couvrance et ça reste, enfin je suis très fan des fonds de teint de chez Dior et pour moi ce fond de teint là est dans la même lignée que son ancêtre et il a toute sa place en fait dans les fonds de teint que j'utilise. J'aime vraiment beaucoup le Forever Skin Glow et il a une très très bonne tenue, c'est peut-être les fonds de teint qui tiennent le mieux sur moi, les Dior. Il y a des formulations comme ça, il y a des marques qui ont une formulation qui fonctionne. Voilà, moi le Skin Glow ça fait partie de ces formulations qui sont sans problème. Je vais utiliser un fond de teint de chez Dior, je sais que j'aurai pas de problème, je sais que ça tiendra bien, je sais que ce sera la bonne couleur, que la tenue sera bonne, que la couvrance sera bonne. Enfin voilà, ça c'est un petit peu, j'ai une très grande affection pour les produits Dior teint et celui-ci ne déroge pas à la règle, je ne l'ai pas dit, c'est la teinte 2N si jamais. Et enfin pour terminer cette catégorie fond de teint, on va parler du numéro 1 de Chanel. Alors Chanel a sorti toute une gamme numéro 1, donc bien évidemment le numéro iconique de chez Chanel c'est le numéro 5. Mais ils n'ont pas de produit teint numéro 5, ils ont fait leur sortie de Noël que je vous avais présentée, à savoir la palette avec les rouges à lèvres, avec le fluide enlumineux, des choses comme ça, mais il n'y a pas de fond de teint numéro 5 hein. Par contre du coup ils ont sorti toute une gamme numéro 1 dont la base c'est le camélia rouge. Donc je suis pas très familière des avantages ou des inconvénients des différents composants des produits teints. Moi je fais surtout attention à comment ça se comporte par rapport à ma peau. Je vous cache pas que je suis pas la personne la plus regardante sur les ingrédients. Je sais qu'il y a des gens qui sont très regardants et je leur laisse je leur laisse le bénéfice de donner ces informations là. Je ne veux pas vous tromper et je ne veux pas vous donner de fausses infos. En attendant, Chanel a donc sorti toute cette nouvelle collection numéro 1 et dans cette collection numéro 1 on retrouve un fond de teint qui se veut être un fond de teint revitalisant au camélia rouge. Alors moi je voulais vraiment tester ce fond de teint parce que j'ai d'autres fonds de teint de chez Chanel dont notamment les beiges et Sublimage. Je vous ai déjà dit beaucoup de fois que, et vous le savez dans mon top 2021, je vous ai dit un de mes fonds de teint préférés mais dont le prix est absolument scandaleux, c'est le Sublimage de Chanel. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que Chanel propose une alternative, c'est pas une alternative mais propose un autre fond de teint, je me dis tiens je vais aller voir, est-ce que ça peut être une version du Sublimage moins chère? Ce n'est pas le cas. Alors le numéro 1 est un très très bon fond de teint de chez Chanel. En fait on a une très bonne couvrance. Par exemple les beiges on va avoir une couvrance légère à moyenne et c'est pareil pour le Sublimage. Vous n'aurez pas une couvrance hallucinante. Par contre le Sublimage est très radieux. Je m'attendais à ce que le numéro 1 le soit beaucoup moins. Les beiges est un petit peu trop mat pour moi, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il a ce fini léger un peu mat, qui est pas celui que je préfère. Donc je voulais aller voir ce que proposait le numéro 1 et j'aime beaucoup le fini du numéro 1. Alors on est plutôt sur quelque chose qui tend vers le mat et moins vers le très radiant. On est sur un joli entre deux. Ça fait une très belle peau, ça fait un très beau grain et surtout ça floute bien. Le fond de teint tient très bien, il ne bouge pas et il ne s'assèche pas parce que ça fait partie des choses qu'on regarde sur un fond de teint. Donc celui-ci pas du tout, au contraire il se comporte très bien au cours de la journée et je trouve qu'il a eu une très belle tenue. Je suis très satisfaite de ce fond de teint-ci. Alors est-ce que ça vaut le Sublimage? Non, parce qu'il manque ce petit côté très radieux que moi j'adore dans le Sublimage que je retrouve pas dans le numéro 1, mais je le trouve mieux en termes de fini que les beiges que je trouve pour le coup un petit peu léger en comparaison avec le numéro 1. Donc si jamais vous étiez intéressé, je trouve que c'est une très bonne, en fait c'est un très beau entre-deux, entre le Sublimage et les beiges, et peut-être aussi Vital Lumière. Je pense qu'on est à quelque part au milieu, et il propose franchement une très belle contenance et une très belle tenue. Ça c'est ce qui est important de souligner, ce fond de teint tient très bien. Si jamais j'ai le mien en teinte B30. Pour continuer avec Chanel, et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, c'est le correcteur de chez Chanel en nouvelle formulation. Alors je ne connais pas l'ancienne formulation, donc je ne peux pas faire de comparatif en vous disant c'est mieux, c'est moins bien. Ceci dit, ça c'est devenu un
indéboulonnable. En gros, dans mes différents produits que j'ai, il y en a que je vais utiliser en mode oui, ok, sympa, je peux l'utiliser, ça marche. Si à la limite je dois enlever mon make-up dans les 2-3 heures qui suivent, j'ai pas trop de regrets. Et ensuite, une fois que le produit est fini, je ne le rachète pas forcément. Il a bien fonctionné, mais c'était pas non plus hallucinant. Par contre, j'ai des produits que je rachète. Ça, j'appelle ça mes indéboulonnables. C'est vraiment des produits qui font partie de mon quotidien et qui sont rachetés au fur et à mesure qu'ils sont terminés. Et ça c'est devenu un indéboulonnable. Là, je suis en train de terminer mon NARS Radiant Creamy que j'adore. Il doit me rester ça dedans, là je suis vraiment au bout. Ça l'a remplacé. Genre, quand je dois choisir entre les deux, je vais chercher plutôt le Chanel plutôt que le NARS. C'est juste parce que voilà, je pense que je suis au bout de mon NARS, donc on n'a plus beaucoup de produits et peut-être que le produit performe un tout petit peu moins bien. Mais alors vraiment, ce correcteur est super. En fait, comment dire, il a la bonne consistance et la bonne couvrance. C'est-à-dire qu'il couvre assez bien sans être trop lourd, mais il est assez léger pour pas être inconfortable et pour pas trop filer. Cet anti-cerne fait très bien son boulot de couvrance. Alors c'est pas une couvrance hallucinante comme le Tarte Shape Tape par exemple, mais il est aussi beaucoup moins épais et du coup pour un dessous d'œil comme le mien qui n'est pas de sa première jeunesse, pour dire les choses très politiquement correctes, eh bien ça fonctionne très bien, il ne s'installe pas dans mes lignes, il ne file pas, il se comporte très bien, peu importe la poudre que j'utilise partout, et ça c'est pas le cas de tous les anti-cernes, et vraiment il a une tenue absolument magnifique. Alors après en termes de coloris je suis très bien tombée, donc là moi j'ai pris B20, en gros c'est une teinte en dessous de mon fond de teint, ça fonctionne à merveille. Et vraiment, je suis très fan de ce correcteur. Je trouve que c'est un très bon produit. Entre NARS et celui-ci, je pourrais pas vous dire. Après, si c'est une question de budget, je vous dirais choisissez peut-être le moins cher ou sur celui où vous pouvez toujours avoir des promos. Très souvent, Chanel, en fait, vous pouvez l'utiliser avec des codes promo sur plein de sites. Chanel est souvent en promo, donc voilà, ça vous fera toujours moins cher. Mais c'est vrai que c'est un très beau produit. Je suis très fan en fait. Voilà, si jamais vous avez le dessous d'œil un peu sec avec des petites lignes et que vous voulez quelque chose qui couvre quand même sans pour autant être trop épais au point où ben ça fait épaisseur, je vous conseille cet anti-cerne. Il est vraiment très bon. Au niveau des bronzers, ce mois-ci, j'ai pas testé beaucoup de nouveautés. Je suis quelqu'un qui teste des bronzers de temps à autre. C'est pas la catégorie où je vais tout de suite aller tester des choses. Par contre, il y a un produit dont j'ai parlé récemment et qui a fait partie d'une utilisation extrêmement fréquente ce mois-ci, et c'est la palette de chez Charlotte Tilbury en Nude Gasm. Alors écoutez, à la base, j'étais pas partie pour l'acheter cette palette. Vraiment, je m'étais dit non, j'ai pas besoin. Parce que j'ai quand même pas mal de bronzers et que j'ai la Love Gasm dans cette collection-là, et j'étais pas trop fan des bronzers de la Love Gasm. Et j'ai traîné et j'aurais pas dû. Du coup, vraiment, les bronzers qui sont à l'intérieur ici sont très bons. On est entre le bronzer et le contouring, mais c'est la bonne teinte. Les produits se comportent très bien, ils se mélangent très bien. Ils donnent un effet dans un sens très naturel. On peut construire la profondeur si on veut. Donc vraiment, ça c'est une très bonne petite palette. J'aime beaucoup aussi l'highlighter. Le seul produit que j'utilise beaucoup moins dans cette face palette, c'est bien évidemment cette espèce de topper de blush. Quand je sors la palette, j'ai tendance à m'en servir. Par contre, je vais pas aller chercher juste pour ça, alors que potentiellement, des fois, je vais chercher juste pour les bronzers. Mais voilà, ça c'est vraiment un très bon combo. Je trouve qu'elle est très bien réussie. Et voilà, je voulais en reparler parce que c'est important. Je m'en suis beaucoup servi ce mois-ci et ça reste une valeur sûre. Dans les fails, parce qu'il y en a eu, hein, y a pas que des waouh trop bien, c'est génial, ou des moyens. Là c'est vraiment, j'ai essayé. Vraiment j'ai essayé, lors de ma revue, j'ai probablement pas utilisé le bon pinceau, j'ai essayé par d'autres moyens. Et je pense que vous savez de quoi je vais parler si vous me suivez un petit peu. Et c'est le nouveau duo de chez Natasha Denona, le Rose Cheek Duo. Celui qui est sorti avec la collection Mini Biba. Je suis pas fan du tout de la formulation de ce blush. Je le trouve difficile. Alors j'ai regardé des vidéos qu'elle a faites avec pour essayer de comprendre. En fait elle l'applique au doigt et ensuite elle le buffe au pinceau. Donc maintenant j'ai essayé ça plusieurs fois, c'est quand même pas le résultat que je préfère. En fait en faisant comme ça on a moins de pigmentation, on a juste on va dire une petite coloration de la joue. Alors c'est joli mais c'est beaucoup d'étapes pour un blush. J'ai des blushs qui font la même chose en beaucoup moins de temps. L'highlighter est très joli, mais bon, des highlighters comme ça un peu champagne, en fait j'en ai plein. Moi ce qui m'intéressait c'était vraiment la formulation de blush. J'étais dans l'attente de ce qu'on avait dans les Glam Face et c'est pas le cas, donc je trouve ça un peu dommage. Alors bon, c'est un mini produit, ça prend pas beaucoup de place, mais c'est que voilà, si vous vouliez cet effet délavé, tout ça, pour avoir cet effet là avec ce blush là, il y a vraiment beaucoup trop d'étapes nécessaires. C'est possible, mais ça nécessite quand même beaucoup de travail. Donc pour ça, Natacha, je suis désolée, mais
je pense que tu peux beaucoup mieux faire. Pareil, dans la catégorie blush qui sont assez sympas, qui sont pas non plus extraordinaires, mais là c'est vraiment pour vous faire un petit retour par rapport à mon haul, et c'est le NARS Claudette. Donc je sais qu'il est en... c'est une édition limitée, donc je sais pas où il est encore dispo, je pense qu'on le trouve encore. Il doit être en solde en ce moment. Donc c'est celui-ci, c'est celui qui a un côté un peu bronzer, un côté un peu blush. Alors moi je mélange les deux, je me sers pas ça de bronzer, c'est un peu trop clair pour moi, donc je mélange un peu les deux, je fais une espèce de mélange. Alors moi j'aime beaucoup les gammes blush de chez NARS. Ils ont beaucoup de palettes pour le teint NARS, hein, avec principalement des blushs et des fois des bronzers et des fois des highlights, ça dépend un petit peu des collections. Ce blush là est pour moi de la même qualité que ce que je peux avoir chez eux, par exemple dans la gamme Orgasme, même si je déteste ce mot, je trouve ça pas nécessaire pour un blush. Mais en attendant, voilà, il y a toute une gamme Orgasme, Orgasme on the Beach, Orgasme X. Voilà, les blushs sont très bien, le nom 1, le blush est très bien, les blushs sont de la même qualité, on a quelque chose qui est un tout petit peu plus durement pressé ici que ce qu'on peut avoir dans les palettes généralement visage. Ceci étant dit, ça donne un très beau délavement facilement, et moi j'aime bien mélanger ces deux couleurs, ça fait une espèce de terracotta un peu clair, ce qui est un peu unique. Donc voilà, un bon petit blush, pas nécessaire absolument, mais voilà, sachez que je suis globalement satisfaite de ce produit. Alors autant le NARS il donne un joli délavement comme Natasha Denona, autant ce blush de chez Chanel, et on l'a crash testé ensemble, c'est le nouveau blush Comète en teinte corail étoilé, c'est celui qui a le monogramme qui change de l'étoile au logo Chanel. Ce blush est très beau, ce blush est très pigmenté. Il est incroyablement pigmenté pour un blush Chanel. Chanel d'habitude, c'est cette esthétique très floutée, très légère, assez maison haute couture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais souvent ces maisons-là ont un style assez épuré. Typiquement Chanel, c'est des yeux assez simples avec potentiellement un trait de liner, et c'est surtout la lèvre rouge. Le reste du visage est quand même assez léger. Ce blush-là n'est pas du tout dans cette lignée-là. On a un blush qui est très pigmenté, par contre qui marche très bien. Alors voilà, moi je l'ai utilisé plusieurs fois ce mois-ci parce que ce coloris qui est un petit peu rouge mais un peu orange a marché avec plein des looks que j'ai fait, et en fait en étant vigilante sur le prélèvement, il a vraiment un fini très joli, c'est un petit peu radieux, c'est-à-dire que c'est pas complètement mat comme certains blush poudre peuvent être, au contraire on a un fini un petit peu iridescent mais pas trop, et il a une très belle tenue, il n'y a rien à dire. Donc voilà, si jamais vous étiez intéressé par cette collection là et que vous vouliez un blush qui envoie un tout petit peu plus, je peux vous dire que celui-ci il envoie carrément beaucoup, donc n'hésitez pas, c'est un très bon blush. Pareil, attendez un petit code ou des petits promos si vous étiez intéressé, mais sachez que vraiment c'est une très belle addition en fait à la gamme Chanel par rapport à leurs blush classiques ronds qui eux sont un peu plus légers justement que cette esthétique là. Celui-ci on a vraiment quelque chose qui envoie du punch, et puis voilà, au niveau de la finition, du grammage et tout, c'est quand même assez sympa, donc je recommande ce blush de chez Chanel quand même. On va maintenant parler de deux poudres. J'hésite un petit peu à parler d'une des poudres parce qu'elle est absolument plus disponible. Mais quand je dis plus disponible, c'est une licorne. Et en fait, je l'ai trouvée. Et là où je l'ai trouvée, elle est encore en stock. Donc, pour celles et ceux qui potentiellement étaient intéressés, si vraiment vous étiez comme moi en mode il faut absolument et que vous cherchez de partout pour la voir, demandez-moi. Allez m'envoyer un petit message sur Insta, je vous remets mon handle ici. D'ailleurs, si jamais sur Instagram, c'est là où vous retrouverez la majorité des looks que je porte au quotidien, que je filme pas. C'est quelque chose vers lequel il faut que je tende. On me demande souvent de faire des tutos sur les looks que je porte. J'ai pas forcément ce réflexe, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, ça vous intéressait de voir ce type de tuto. En attendant, sur Insta, c'est là où je vous poste des photos de ce que je porte un peu tous les jours. Donc voilà, allez me chercher là-bas si jamais vous voulez savoir où j'ai trouvé ce produit, et c'est la poudre CC de By Terry en numéro 3 abricot. Je cherche cette poudre, je pense que ça va faire 2 ans que je cherche cette poudre depuis qu'elle est plus distribuée par By Terry, donc j'en profite pour envoyer un petit message à By Terry si jamais il passe par là. S'il vous plaît, ramenez ces poudres, elles sont juste géniales. Donc je l'ai en numéro 1, je l'ai en numéro 2, mais moi je voulais absolument la numéro 3 parce que c'est ce que j'utilise en brightening CC sérum, et ça fait un effet bonne mine, et la poudre est dans la lignée du brightening CC. Et j'adore. Et je suis trop contente d'avoir pu la trouver. Si vous étiez comme moi et que vraiment vous avez un coup de cœur pour ces poudres et que vous avez raté la chance d'avoir la numéro 3, je peux vous dire où la trouver. J'ai vraiment fouillé, mais sachez que là où je l'ai acheté, ça a été fiable, c'est arrivé rapidement. Voilà, vous pouvez me faire confiance, je ne vous enverrai pas vers un site chelou. J'ai moi-même hésité, j'ai fait 2-3 vérifications avant de commander. Le produit est arrivé parfaitement, dans les temps,
à un prix raisonnable, enfin au prix de la poudre quoi. Donc voilà, si jamais, retrouvez-moi sur Insta. Mais cette poudre-ci, oh mon dieu, enfin. Et franchement, ça valait toute cette attente. Elles sont vraiment géniales ces poudres. C'est dommage que By Terry a arrêté, mais si jamais, voilà, je peux vous dire où la trouver. Enfin, une autre poudre, et là c'est plutôt une poudre de finition que pareil, j'ai eu du mal à avoir. En fait, je l'avais commandée, ma commande a été perdue, après elle était plus en stock, après je l'ai recommandée, et d'ici à ce qu'ils me l'envoient, ils m'ont dit ah bah non, finalement on n'a plus de stock. Enfin, j'ai vraiment beaucoup galéré pour avoir cette poudre, et c'est la poudre de chez Kosas, la Cloud 7, et j'ai la mienne en teinte Comfy. Écoutez, c'est une bonne petite poudre pressée, elle fait bien son boulot. Je pense qu'elle ne serait pas adaptée aux personnes à la peau trop sèche. À mon avis, vous risquez d'avoir un effet un peu trop mat. Donc voilà, en fait c'est une poudre qui va bien flouter, un petit peu matifier. Donc si vous n'aimez pas ça, je vous la conseille pas. Par contre, c'est pas trop non plus. Donc si vous avez la peau à plutôt tendance grasse et qu'il vous faut un petit peu de cette matification, ça ne vous le donnera pas. Ce sera pas approprié pour vous. C'est vraiment un juste entre deux. En gros, c'est une poudre qui floute un petit peu, qui fait bien son taf et qui fait tenir tout ce qui se passe en dessous. Elle n'est pas non plus hallucinamment radiante, elle n'est pas non plus hallucinamment matifiante. Voilà, c'est un joli entre deux. Donc pour les peaux trop sèches, je ne pense pas, ni pour les peaux mixtes à grasse non plus. Voilà, sur l'entre-deux, je vous la conseille. Elle fait bien le taf, et puis voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de format comme ça avec ce genre de packaging. C'est une poudre qui est pas trop chère non plus, donc voilà, c'est une bonne petite addition à mes poudres. C'est loin de parler palette. Du coup moi je suis allée me faire un petit café parce que ça va être nécessaire, hein. Pas qu'il y en ait non plus 3600, hein, attention, mais suffisamment pour avoir le temps de boire un petit café. Donc n'hésitez pas à aller chercher une petite boisson, je sais pas à quelle heure c'est peut-être l'heure de l'apéro d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, avec modération bien sûr, mais bon là moi c'est pas encore l'heure par ici. Bien qu'il soit toujours 17h quelque part comme on dit, pour l'instant pas ici. Donc le café ça ira bien pour l'instant. Pour les palettes, on va donc le faire en deux temps. Je vais d'abord commencer par ces nouvelles palettes que j'ai testées pendant le mois de janvier, en tout cas nouvelles pour moi, hein, je précise, pas forcément nouvelles sur le marché, que j'ai testées sur le mois de janvier, et également ces palettes que j'ai utilisées de toute façon et que j'adore, comme ça vous avez une petite idée de ce que j'ai mis dans ma rotation dans un sens. Et on va donc commencer avec le classement des palettes. Alors au total, il y a 14 nouvelles palettes pour moi, que j'ai testé sur le mois de janvier. Alors soit nouvelles tout court, soit nouvellement acquises, on va dire ça comme ça, et donc je les ai classées. Alors je vous cache pas que le top 5, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Dites-vous bien que ouais, les 3 premières en tout cas, ça c'est interchangeable. J'ai eu trop de mal, je me suis retrouvée dans les 3 premières, j'ai dit non mais en fait... je sais pas, je sais pas. Ah, au secours. Par contre pour le bas ça a été assez facile. Alors c'est genre le bas ça a été facile, le milieu c'est un peu en mode ça a été selon mon humeur du moment, et le top pareil, genre vous voyez un petit peu, genre la grosse galère. Des fois je m'inflige des choses, genre pour moi classer des palettes c'est terrible, c'est terriblement difficile, j'ai du mal. On va donc commencer par la palette tout en bas, et ça me brise le cœur de la mettre en dernière place. Et j'ai peur de m'attirer les foudres célestes de la mettre en dernière place, mais faut que je sois honnête avec vous, et c'est la nouvelle palette de chez Natasha Denona, la Mini Crush. Alors attendez, avant de venir me chercher, pour rappel, la Mini Crush c'est celle-ci, c'est celle qui est sortie en fait en avance en France en tout cas, et qui est sa sortie pour la Saint-Valentin. Si je la mets en dernier, c'est que par rapport à toutes les autres palettes que j'ai pu utiliser, c'est celle qui présentait le moins de choix. Hein, c'est très monochromatique, donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a des fards dans cette palette qui sont pas à la hauteur de la marque. Alors je pense que vous savez, si vous avez vu ma revue, vous savez ce qui vient, et c'est le fard Koi. Je le trouve super décevant, je m'en suis resservie. J'ai regardé des vidéos que Natasha Denona a pu faire avec cette palette, et si vous regardez bien, et là je suis vraiment désolée, mais faut être honnête, si vous regardez bien quand elle fait ses looks, en fait souvent, les looks notamment qui sont un peu smokés, avec un peu de profondeur, elle utilise un crayon. Elle n'utilise pas que Koi. Koi, elle vient s'en servir pour travailler par-dessus le crayon, ou elle remet ensuite du crayon par-dessus. Donc on est bien d'accord que ce fard il est juste pas assez profond, il manque de pigmentation. Je sais pas si entre temps vous avez eu l'occasion d'acheter cette palette, ou que voilà. Si jamais vous avez une palette dont le fard performe mieux, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je suis tout à fait ouverte à l'idée que c'est peut-être ma palette qui fonctionne moins bien, ça peut arriver. Et en même temps, ça ne devrait pas arriver pour une marque de ce statut-là. Donc voilà, c'est surtout pour ça qu'elle est en dernier. J'ai un petit peu un petit... Ça coince un tout petit peu, que sur une palette de 5 fards, on ait un fard qui performe moins bien, ça enlève déjà un truc. En plus c'est le fard le plus foncé, donc c'est celui qui permet vraiment de changer un look.
Voilà, je suis désolée. Après, mis à part ça, elle est très fonctionnelle, elle permet de faire un look rose très joli, mais j'ai des palettes monochromatiques roses qui font mieux le boulot. Je vous invite à aller voir ma vidéo un look 3 palettes pour vous rendre compte que j'ai réussi à réitérer le look que j'ai fait avec la mini crush plus ou moins près avec d'autres choses que j'avais déjà. Et j'ai préféré certains des looks que j'ai fait, notamment en termes de profondeur et de gradient de ce que j'ai réussi à faire. Ça a été beaucoup plus facile avec d'autres palettes que celle-ci. Alors c'était pas forcément le même prix, hein. Il y avait des palettes de chez Pat McGrath qui sont beaucoup plus chères. Mais je pense qu'il y a des palettes monochromatiques roses qui permettent de faire quelque chose d'équivalent, moins cher, ou plus cher, mais mieux en tout cas. Mieux et plus facilement que la mini crush. Donc ça voilà, je l'avais dit dans ma revue, si vous connaissez quelqu'un qui adore le look rose mais qui a pas forcément de choses à sa disposition, qui a pas forcément envie de quelque chose qui ait beaucoup de profondeur mais un petit peu de texture différente avec un petit peu de jazz, c'est un très bon petit kit hein, parce qu'en fait ça vient avec un petit pinceau comme ça. C'est un bon petit kit. C'est pas le kit de l'année, hein, voilà, c'est pas la mini de l'année, c'est mignon mais ça s'arrête là. En numéro 13, on va retrouver une palette de chez Colourpop, alors qui n'est absolument pas nouvelle pour coup, mais que moi j'ai acheté assez tard en fait quand Colourpop avait toutes ses promos, et c'est la Nightmare Before Christmas de Tim Burton, donc c'est celle-ci. J'aimais beaucoup la Color Story en fait, hein, donc pour rappel, c'est cette palette-ci. Alors si elle est en 13e position, c'est simplement par rapport à la qualité des fards là. Et je sais que ça peut paraître surprenant par rapport à ce que j'ai dit sur la mini crush, mais en fait on a plus de choix avec une palette comme ça. Les fards sont très mignons, on a des belles couleurs, mais on est sur une qualité Colourpop moyenne. Alors Colourpop c'est un petit peu aléatoire en termes de qualité, on a des collaborations dont la qualité est absolument sublime, et on a des collaborations où la qualité elle est juste... ça rentre là-dedans. Ceci étant dit, moi j'aime bien les différents looks qu'on peut faire avec celle-ci. Je trouve que malgré la qualité qui est assez moyenne, j'ai réussi à faire un look très joli qui était et froid et chaud, donc ça moi j'aime beaucoup ce mélange. Et je suis simplement allée attraper un de mes fards Glam Shop pour ajouter le petit zaz parce qu'en fait ce sont les métallisés de cette palette-ci qui sont un petit peu moyens, ils n'ont pas beaucoup d'impact, ils sont assez légers. Moi j'aime bien quand ça envoie un peu, comme vous pouvez voir que le look que j'ai aujourd'hui. J'aime bien quand ça brille et j'aime bien quand ça envoie. Ça envoie pas assez. Ceci étant dit, la Color Story je trouve est assez et très harmonieuse. Donc c'est pour ça, je lui donne pas que des mauvais points. C'est pas la palette Colourpop du siècle, mais elle offre quand même plus de choix que la mini crush de chez Natasha Denona. C'est pour ça qu'elle est juste au-dessus. Je tiens à préciser qu'aucune des palettes dont je parle aujourd'hui est absolument horrible, hein. Il n'y a pas de fail absolu, il y a des déceptions et il y a des moyennes, mais ça reste des palettes globalement d'assez bonne qualité, hein. Voilà, c'est pas des rebuts. C'est pas genre le truc genre c'est intravaillable, inapplicable, indégradable, c'est pas du tout ça, c'est plutôt voilà, soit assez moyennement pigmenté, soit trop difficile à travailler, mais c'est pas non plus impossible à travailler, on en est là, vous voyez, c'est pour vous donner un petit peu mon état d'esprit. Aucune de ces palettes n'est une mauvaise palette, il y en a juste qui sont meilleures que d'autres. Alors la numéro 12, c'est un craquage de solde. Je vous le dis tout de suite, la palette, je l'avais repérée, j'avais pas franchi le pas parce que je m'étais dit, je sais pas, et je la trouvais un peu chère, pour être honnête. Et puis en fait, elle était en solde genre à plus de moins 50%, je l'ai eu, donc là je me suis dit, bah à ce prix-là, moi qui voulais la tester, ben c'est parti. Et c'est la palette Summer Solstice de chez NARS. Alors, une des raisons pour laquelle j'ai fini par acheter cette palette, c'est à cause de la Climax, qui elle est absolument génialissime. Elle finit d'ailleurs dans mon top de 2021, si jamais je vous invite à aller voir la vidéo si vous n'avez pas encore vu. Mais clairement, la Climax, c'est celle qui m'a réconciliée avec les fards NARS. Parce que ça n'a pas toujours été génial chez NARS. Du coup, je me suis dit, la Summer Solstice, elle m'attirait, mais je franchissais pas le pas à cause de mon antériorité avec les fards NARS. Donc pour rappel, la Summer Solstice, c'est cette Color Story très chaude, très estivale, elle porte très bien son nom. Elle est en numéro 12 parce qu'elle manque un peu de profondeur. En fait, le fard le plus profond qu'on a, c'est un métallisé et c'est ce rouge-là. Il est très très beau, mais il est pas assez profond pour vraiment venir faire un look que moi j'avais en tête quand j'ai vu cette palette-ci. Les métallisés, alors c'est pas vraiment des métallisés, donc on a en fait plutôt des toppers dans cette palette. Autant dans la Climax, on a des trucs qui sont très émollients, qui sont assez opaques, qui glissent comme du beurre. Là on a plutôt des choses qui sont plutôt des toppers avec des particules qui sont un petit peu plus sèches. Ça reste une palette très agréable à travailler, c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus au-dessus que la Colourpop ou que la Natasha Denona. C'est que je trouve qu'en termes de formulation, c'est
assez homogène au niveau de la palette, il n'y a pas de fard horrible quoi. Et ils ont tous une performance un peu équivalente. Voilà, le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'elle manque un peu de profondeur, c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus bas. Je pense que je revisiterai cette palette un peu plus tard, quand voilà, je serai un peu plus bronzée. Je pense que c'est des couleurs qui seront un peu plus appropriées que maintenant, je suis un peu blanche. Donc on verra. Mais c'est vrai que voilà, je trouvais ça un peu dommage. Et je trouvais aussi un tout petit peu dommage qu'on soit pas au niveau de la Climax, même si j'aurais dû m'y attendre. Voilà, au prix où je l'ai payé, franchement, c'est pas très grave. C'est une bonne petite palette de tons un peu chaud, assez compacte. Et puis Nars, c'est les rois du packaging, donc voilà, hein, elle est fidèle à la marque pour ça. Mais voilà, je trouve qu'il lui manque un petit quelque chose. En numéro 11, c'est une palette que vous ne trouverez pas en France, mais que éventuellement vous pourriez faire venir par d'autres sites, mais c'est un peu cher et c'est pour ça que je voulais absolument faire un retour. Je l'ai acheté quand j'étais aux États-Unis et c'est la Suprême Bronze de chez Artist Couture. Alors moi Artist Couture je voulais tester depuis un moment, ça a pas mal circulé à un moment donné sur YouTube, en tout cas les youtubeuses américaines, et il y avait des looks, je m'étais dit oulala, ça a l'air superbe, la formulation a l'air géniale. Et donc la Supreme Bronze, ce qui m'attirait beaucoup c'était genre ce orange là, et puis le fait qu'on avait un noir, puis on a des espèces de métallisés qui sont aussi bien chauds qu'un peu froids. Voilà, quand j'ai vu cette palette en magasin quand j'étais aux États-Unis chez Sephora, je me suis dit ah oui ok, il faut que je teste, ça fait un moment que je me le dis. Alors cette palette est là où elle est parce que autant les mats sont de très bonne qualité, autant il manque quelque chose aux métallisés. Les métallisés sont en fait plutôt comme des toppers. On n'a pas quelque chose qui envoie du bois. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est très joli, mais en fait, c'est assez sec. Et du coup, vous voyez, c'est un peu brillant, mais pas trop. Mais comme c'est assez sec, donc là, comme je le swatch et je l'appuie très fort sur ma main, ça ressort bien. Mais sur ma paupière, où je peux pas appuyer aussi fort, où il faut que je sois un petit peu plus délicate, et bien j'ai du mal à construire en fait l'intensité du métallisé que je peux construire sur le dos de ma main. C'est pour ça que les swatchs, c'est pas toujours parlant, faut faire attention, parce que la pression qu'on exerce et la surface sur laquelle on travaille est beaucoup plus importante que sur son pauvre œil. Et ensuite, même en l'appliquant au pinceau, enfin j'ai essayé plein de trucs. Alors, ça fait un très joli look, hein, ça m'a fait en fait... J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler avec les mats de cette palette, mais j'ai été un petit peu déçue par les métallisés. C'est pour ça qu'elle finit plutôt en bas de mon classement. Je trouve que ça reste une bonne palette au global. Par contre, je ne paierai pas le prix pour le faire venir en France. Je vous le dis tout de suite. Peut-être qu'un jour Artist Couture arrivera chez Sephora France, j'en doute. Hein, les marques un peu plus petites comme ça restent généralement sur le marché américain. Voilà, je pense qu'il y a des alternatives à cette palette. L'alternative la plus connue, c'est celle de Natasha Denona, c'est la bronze, même si on n'a pas forcément toute cette profondeur-là. Mais vous allez retrouver des teintes similaires, notamment au niveau des mats, hein, j'entends. Hein. Je vous parle pas trop des métallisés, mais je trouve les métallisés par exemple de chez Natasha meilleurs. Voilà, je vous conseillerais pas de payer le prix pour faire venir cette palette, elle n'en vaut pas le coup. Si jamais vous avez l'occasion d'être aux États-Unis, eh ben, sachez que c'est une palette au niveau des mats qui performe très bien, mais au niveau des métallisés, si vous aimez quelque chose de plus léger, je vous la conseille, sinon non. Hein, voilà, c'est la seule chose. Sinon moi j'aime beaucoup le reste, le packaging, c'est tout fin, c'est tout joli. Du coup moi ça me plaît quand même. Encore une fois, hein, c'est pas une mauvaise palette, c'est simplement que j'attendais un tout petit peu plus, un tout petit peu plus. Alors là, pour la palette en 10e place, il s'agit de la palette de chez Melt Amor y Mariposa, qui est sublime. Attention, elle est magnifique cette palette. On a une harmonie de couleurs qui moi me plaît beaucoup, avec des rouges, avec des verts, avec un violet, et puis voilà, tout l'esthétique en fait de cette palette est absolument sublime. J'ai fait un look avec pour vous que j'ai beaucoup aimé, j'ai fait un truc un petit peu différent. Après, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais ce ne sont pas des fards qui sont faciles à travailler. Les mats sont très pigmentés. C'est pour ça qu'en fait, elle est un tout petit peu plus en bas. C'est parce que les mats sont pas si faciles à travailler que ça. Et les métallisés étaient super décevants. Là, il faut dire ce qui est. Melt, c'est vraiment qui tout double. C'est un truc de fou, quoi. Il n'y a pas de... Autant leurs mats là, ils sont sublimes, mais leurs métallisés, ils sont galères en fait, ils sont très durement pressés. Et je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai fait mon look, vraiment j'essayais d'appuyer, j'en avais beaucoup sur mon doigt mais ça transparaissait pas sur ma paupière. Après j'ai essayé avec un pinceau, je l'ai retesté entre temps et j'ai eu exactement le même problème, et là c'était plutôt dans les verres que je suis allée la tester. Je sais pas ce que c'est dans la formulation de chez Melt avec leur métallisé qui crée cette irrégularité. Alors par contre on a un assortiment de couleurs que moi j'adore, et vraiment au-delà de ça les mats en fait performent vraiment très bien. C'est pour ça qu'elle est là où elle est au-dessus des autres, parce que vraiment on a une performance des mats et une color story qui me plaît beaucoup plus, mais elle est beaucoup plus bas que certaines autres parce que les mats sont quand même très pigmentés, donc ça nécessite un tout petit peu de technique, et les métallisés étaient décevants. Même si la palette est magnifique,
j'ai envie de dire, si vraiment vous avez dans votre collection des métallisés, ce qui est mon cas, hein, qui vont être en complément de cette palette, je vous la conseille parce que les mats sont magnifiques et qu'ils apportent une pigmentation de ouf. Par contre, si vous vouliez une palette tout en un avec des métallisés, vous serez déçus. Vous serez déçus. Vu le prix de la palette, je peux pas vous la conseiller pour ça. Ceci étant dit, elle est absolument sublime, hein. Melt sont très très forts pour ça. C'est juste un tout petit peu dommage pour les métallisés quand on est là. Je dois dire un truc, hein. Je sais que je suis difficile pour les métallisés, mais c'est parce que j'en ai tellement testé et j'en ai tellement à ma disposition que si une palette a des fards qui performent un peu moins bien, je vais tout de suite le voir parce que j'ai de quoi comparer et je m'en sers aussi pour faire ce retour là. Voilà, sachez que pour cette palette-ci, si vous voulez une palette tout en un, non. Par contre, si vous voulez une palette qui envoie du bois, qui a des mats, qui se travaille bien, qui soit bien intense, je vous la conseille. Par contre, ne comptez pas sur les métallisés, ils sont pas à la hauteur des mats. En 9ème position, je vais vous présenter une petite palette de chez Katkin Cosmetics. Alors Katkin Cosmetics, j'avais fait toute une revue pour eux, alors grâce à vous, hein, je vous dis encore une fois merci, où en fait ils m'avaient envoyé toute une sélection de produits et je vous avais dit que je ferais une commande en parallèle pour tester un petit peu le retour utilisateur normal et pas le retour utilisateur, on m'envoyait des produits gratuitement. Alors déjà j'ai eu aucun problème sur la livraison, c'est juste un petit peu long, mais ça c'est un petit peu la règle pour les produits qui viennent de Chine. Et par contre je n'ai pas eu de frais de douane sur ma commande Katkin, comme j'ai pas eu de frais de douane quand ils m'ont envoyé des choses. Donc dans cette commande Katkin j'avais rajouté une autre palette dont la Color Story m'intriguait beaucoup, alors vous allez voir. C'est très bleu et c'est la palette en cocktail qui est celle-ci. Alors moi j'étais très intriguée par les bleus bien évidemment qui sont là-haut. Je m'étais demandé en fait si avec une marque asiatique qui a plutôt tendance à être pour des looks un tout petit peu plus aériens, très légers. En fait il n'y a pas beaucoup de couleurs très foncées dans les looks asiatiques, hein. Elles ont généralement une espèce une touche de couleur et une touche de paillettes sur les yeux et c'est tout, hein. C'est un petit peu ça la marque de fabrique des looks asiatiques. Je m'étais dit tiens ça serait intéressant de tester une palette aussi profonde. Et bien écoutez, c'est une agréable surprise. Autant, enfin je l'ai autant aimé que l'autre palette qu'ils m'ont envoyée qui est en Morandi si je dis pas de bêtises. Mais franchement cette palette a très bien performé. Les bleus sont très intenses. J'ai fait un trade liner avec ce bleu-ci absolument magnifique, sans aucun problème, il a très bien tenu. Et en fait, on a un bel assortiment. Alors, elle est un tout petit peu plus bas, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de mat. En fait, dans cette palette, il y a deux mats. Il y a le mat qui est crème et le mat ici qui est bleu. Et on n'a pas d'autres mats. Le reste, c'est que soit des toppers, soit des espèces de satinés. Alors, moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai que pour une palette comme ça qui va très profond dans les bleus, il n'y a pas d'entre-deux en fait. Il n'y a pas de teinte intermédiaire. Et moi j'ai trouvé ça un petit peu gênant pour par exemple construire un look plutôt bleuté. J'étais tout de suite dans la profondeur, ce qui n'était pas forcément ce que je voulais. Par contre en termes de qualité, je suis très agréablement surprise par cette marque, Katkin. Je pense que je vais regarder maintenant assez régulièrement ce qu'ils proposent en termes de nouvelles sorties, notamment sur ces petits formats là qui sont vraiment pas chers en 9 fards. Mais par contre voilà, ça je trouve que c'est une petite palette bien complète. Elle est là parce que ce qu'il y a au-dessus je préfère. Et parce que voilà, ça manque un tout petit peu de gradient en termes de mat. Mais sinon en termes de qualité, vraiment une très bonne petite palette. Alors juste au-dessus, et vous allez rigoler parce que je viens de vous dire que je trouvais que ça manquait un peu de gradient chez Katkin, mais c'est la palette de chez BH Cosmetics en saphir qui était en fait la collection pour septembre. Ils ont fait en 2021 une palette par pierre de naissance par mois et donc pour septembre c'était saphir et saphir c'est celle qui a bien évidemment des violets et des verts parce que c'est tout ce que j'aime. Donc on a toujours malheureusement une paillette, mais ça c'est pas très grave, le reste on a des très beaux métallisés. Cette palette-ci est au-dessus, vous allez me dire il n'y a pas de... Vous allez me dire mais il n'y a pas de mat plus clair que... Alors oui, mais parce qu'en fait quand j'ai acheté cette palette j'étais dans l'idée de faire un smoky. On fait forcément un smoky avec une palette comme ça, on va pas faire un truc léger aérien, c'est pas ça. Et du coup les mats et les métallisés de cette palette sont très pigmentés, ça marche très bien. Maintenant elle est au-dessus de la Katkin parce que je préfère un tout petit peu plus la formulation BH Cosmetics, ça c'est une histoire de préférence personnelle, mais elle est là où elle est parce qu'elle a le même souci que la Katkin, c'est-à-dire qu'on manque un tout petit peu de gradient. Donc celle-ci, la différence c'est qu'elle me pousse à être un tout petit peu plus innovante dans le look que je construis parce qu'on a quand même un vert avec quelque chose de plus profond, mais on a un argenté, donc voilà, ça nécessite un peu d'innovation et ça j'aime bien quand une palette en fait vous savez vous oblige un petit peu à sortir des sentiers battus. Moi j'aime bien ça, j'aime bien expérimenter ça, pas tout le temps hein.
mais en même temps aussi au niveau du prix, c'est une palette qui faisait genre 9 $, elle a été en promo, je crois que je l'ai payé 4 € cette palette. Donc concrètement pour ce prix là c'est une qualité hallucinante. J'en profite au passage parce que vous étiez plusieurs à m'envoyer des messages et franchement vous êtes trop adorables. Je sais que BH Cosmetics va fermer, je sais pas si c'est la réalité, mais en gros a déclaré faillite. Alors aux États-Unis, déclarer faillite, ça veut dire autre chose qu'en France. Donc ils ont en fait, c'est un petit peu comme un redressement judiciaire en France. Si vous voulez, ils ont un temps où ils doivent redresser la barre. Et s'ils n'y arrivent pas, après c'est comme une liquidation judiciaire, il faut fermer. Donc là, je crois qu'ils sont encore au stade de il faut qu'ils redressent la barre. Il faut dire que BH Cosmetics a fait des choix un peu étranges. Je vous en avais parlé, je trouve que l'accumulation de sorties à la Colourpop, mais avec un réseau qui je trouve est beaucoup plus étendu que Colourpop. Colourpop c'est principalement aux États-Unis, BH Cosmetics ils opèrent aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Peut-être qu'ils ont perdu de l'argent logistiquement parlant, peut-être trop d'entrepôts, je sais pas trop, j'ai pas regardé le détail en fait du document qui a été sorti. Mais moi c'est avec une grande tristesse que j'ai appris qu'ils avaient fait banqueroute parce que j'adore BH, je trouve que c'est probablement la marque drugstore pas chère qui offre la meilleure capacité en termes de performance et de formulation de palette au global. Alors je parle pas de tout hein, mais au global ils ont récemment eu plus de très bonnes sorties que de très mauvaises, donc on peut que les applaudir pour ça. Après c'est vrai qu'ils ont une politique de sortie qui les a peut-être mis dans le rouge, je me rends pas compte en termes de production où est-ce que ça a coincé, enfin ça peut coincer à plein d'endroits, mais voilà. En tout cas cette petite palette Saphir, c'est voilà, c'est une petite color story qui, voilà, qui nécessite un petit peu plus d'innovation, et c'est aussi pour ça qu'elle est un peu plus basse, parce qu'il faut vraiment que j'ai le cerveau pour prendre le temps de faire le look avant de l'appliquer. Vous savez, c'est pas genre la palette, je la prends, je sais ce que je fais, c'est genre la palette et je réfléchis pendant 5-10 minutes. Et après éventuellement je fais. Alors pour la palette en 7ème position, c'est une marque que j'ai découvert, je crois que c'est Baralor Théo si je dis pas de bêtises, qu'il me corrige en commentaire si je me suis trompée, mais je crois quand même que c'est lui qui m'a fait découvrir cette marque, et c'est Jolie Beauty de Sorceress. Alors moi là cette palette, moi c'est la Color Story qui m'a complètement happée, voilà, des verts, des violets, avec des tons froids par ici, des paillettes. Alors j'aime pas trop les paillettes de cette palette, je vous le dis tout de suite. Je suis très difficile. Pour moi les seules paillettes qui ont été réussies dans les palettes c'est celles de Tati Beauty, et feu à son âme. Et quelle tristesse aussi que Tati Beauty se soit arrêtée, parce que s'il nous avait fait un volume 2 avec des bleus et des violets, je pense que j'aurais pleuré de joie. Mais est-ce que j'exagère? Presque pas. J'aime beaucoup cette Color Story, c'est pour ça qu'elle est plus haut que les autres hein. C'est vraiment moi la Color Story que j'aime potentiellement le plus. Ça va être les violets et les verts en association. Et j'aime beaucoup le fait que de ce côté-ci, on va avoir des teintes de base pour ensuite aller jouer dans ces couleurs-ci quand on sait pas forcément associer les couleurs. Parce que moi je suis clairement pas une experte de la roue des couleurs hein. J'apprends, mais c'est pas encore ça. En attendant, voilà, moi j'ai beaucoup aimé en fait cette association de tons un peu froids, un peu neutres, avec vraiment ces couleurs très vibrantes de ce côté-ci. On va avoir aussi bien des mats que des métallisés, que des paillettes. Alors je vous le dis, hein, les paillettes, pas top. Par contre, les métallisés sont très jolis. Alors si elle est plus basse, c'est parce que les métallisés ne sont pas... Comment dire? Je vais essayer de vous en swatcher quelques-uns pour que vous compreniez ce que je veux dire. Ils sont jolis, mais ils sont un peu durement pressés. Ce qui fait que quand on les applique, vous voyez notamment ce violet, voyez regardez, ici là, et ben en fait ils sont plus translucents qu'ils ne sont opaques. Alors en soi c'est pas gênant, moi j'ai plein de métallisés comme ça, mais en fait je m'attendais à plus d'opacité, et vu l'opacité des mats par contre et la pigmentation des mats, et ben je trouve les métallisés un petit peu en décalage. Ils performent bien, attention là c'est pas une sorte de performance où ils sont trop durement pressés comme dans Melt par exemple, où ils restent sur le doigt, ils s'appliquent pas sur la paupière, c'est pas ça. C'est que en comparaison avec les mats qui sont proposés, la profondeur des mats qu'on a, et ben les métallisés ils manquent un petit peu. Ceci étant dit, le look que j'ai créé avec, absolument sublime, j'ai pas eu de difficulté. Me suis pas trop encore plongée dans les verts pour ainsi dire. Mais moi je suis plutôt allée par là, bien évidemment vers les violets. J'ai beaucoup aimé le look que j'ai fait, pas de soucis. Elle est un tout petit peu plus bas que les autres parce qu'après vous allez voir ce qui arrive, vous allez comprendre. La seule chose aussi qui fait qu'elle est un peu plus basse, c'est pour faire venir une palette comme ça, et je le prends en compte quand je vais vous faire ces bilans là, c'est que ça vient d'Angleterre, donc c'est pas l'Europe maintenant, et vous allez avoir des frais de douane pour le faire venir. Donc en soi la palette est pas forcément très chère sur le site de Jolie Beauty, le service client est très bon, c'est expédié correctement, ça arrive sans aucun souci, mais il y a des frais de douane, donc c'est un petit négatif pour ça, c'est dommage. C'est pas de leur faute les pauvres, mais voilà, je vous le dis, je vous informe.
Ceci étant dit, voilà, au global, si vous aimez cette Color Story, je vous la conseille, elle est franchement très sympa. Et voilà, si vous voulez pas non plus des paupières stratosphériques, hein, parce que sachez que c'est moi, sachez que les métallisés dans cette palette sont très jolis. Ils ont simplement pas un impact de fou. Hein, voilà, ça peut être un point positif, comme ça peut être un point négatif. Et pareil, au niveau de la taille, c'est une palette assez imposante, donc voilà, à prendre en compte si jamais. Pour la palette en 6ème position, pareil, je vous l'avais mise dans un haul et j'ai enfin pris le temps de la tester. Ça fait partie de mes résolutions que je suis en train de respecter pour l'instant, assez étonnamment. Et c'est la palette de chez Martin Cosmetics, la 669. J'ai l'impression un petit peu de marcher sur les œufs avec cette marque. Je sais qu'il y a eu beaucoup de controverses, donc je ne veux pas rajouter d'huile sur le feu ou quoi que ce soit. C'est une très belle palette, hein. Voici la Color Story. On a de très beaux mats, on a des duochromes, les formulations sont vraiment très très belles. Par contre, c'est une palette qui est très dark. C'est pas que je m'y attendais pas, parce que bien évidemment j'ai vu la Color Story avant de l'acheter, hein. Je l'ai pas acheté en blind test, mais je m'attendais pas à ça non plus. En fait, même les fards, elle est tellement pigmentée, en fait c'est ça. Les fards sont tellement pigmentés que c'est très dur de pas avoir la profondeur immédiate et même s'ils se dégradent très bien, on a quand même une certaine profondeur, ce qui fait qu'en fait on a forcément un look smoky avec une palette comme ça. C'est pour ça qu'elle est pas plus haut, parce que par contre la formulation est superbe. J'ai aucun problème avec la formulation, que ce soit les multichromes que je vais vous swatcher parce que quand même ils sont très beaux. Ils sont crémeux, ils s'appliquent très bien, les fards métallisés sont très jolis, sont très pigmentés, vraiment il y a pas de souci. Regardez-moi, la formulation est superbe. On va avoir, vous voyez, des multichromes qui sont hyper émollients, on a des métallisés qui ont une très belle profondeur. Vous voyez, regardez-moi ces duochromes là, ils sont superbes, on peut rien leur dire. C'est pour ça qu'elle est aussi haut, mais qu'elle n'est pas plus haut, c'est parce que malgré cette formulation superbe, je suis très agréablement surprise par la formulation et par la performance de cette palette, mais la Color Story est un peu dark. Si seulement il y avait eu des fards un tout petit peu plus clairs, ça aurait été parfait pour pas forcément être dans le vamp immédiatement. Après je pense que c'est dans l'idée de la palette, hein, c'est un petit peu... la Color Story va très bien avec le thème, hein, c'est pas le souci, mais c'est vrai que c'est vraiment très profond. Donc attention, si vous voulez pas forcément faire du smoky, je vous conseille pas ça, je vous conseillerais peut-être d'attendre une prochaine sortie de chez Martin Cosmetics, parce que par contre sa formulation est vraiment très très bonne. Alors on arrive dans le top 5 et là où les choses se compliquent. Là, je les ai placés comme ça pour l'instant. Peut-être que j'aurai changé d'avis d'ici la fin de l'année, on ne sait pas. Stay tuned. En numéro 5, et c'est une palette que j'ai utilisée récemment dans une vidéo que vous n'avez pas encore vue. Donc je vais vous en parler un petit peu a posteriori pour moi, mais en pré-présentation pour vous. C'est ça qui est rigolo quand on filme, c'est que les vidéos sortent pas forcément dans l'ordre dans lequel elles sont filmées, voilà, pour la petite info backstage. Et c'est une palette de chez Acer Beauty, c'est la dernière qu'ils ont, c'est pas la dernière mais c'est l'avant-dernière qu'ils ont sortie et dont la Color Story est juste sublime, et c'est la Moonstone. Regardez-moi cette Color Story de l'espace, enfin moi clairement ça tape au bon endroit, on a un beau gradient, on a des belles textures, les fards se comportent très bien. Après elle est là où elle est pas au top parce qu'en fait les mats qu'on a ici c'est pas tout à fait des mats, c'est des espèces de mats satinés. Alors c'est une très belle formulation, c'est pour ça qu'elle est aussi haut, c'est parce que c'est une très belle formulation, mais c'est assez peu classique pour moi. J'ai soit vraiment des vrais mats, soit effectivement des satinés, soit des métallisés. Là c'est un peu entre le satiné et le mat, c'est assez marrant comme formulation, ce qui fait que ça fait un effet assez poudré, donc c'est intéressant. C'est pas habituel, mais ça performe vraiment très bien et j'aime beaucoup en fait la profondeur que propose cette palette. Les fards se travaillent sans aucun problème. Alors le seul truc c'est qu'ils sont un peu poudreux à cause de cette formulation là, donc il y a pas mal de chutes, c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut non plus, c'est parce que voilà, c'est des fards qui nécessitent de faire ses yeux en premier, hein. Je vous le dis tout de suite, vous pourrez pas le faire autrement. Par contre les coloris sont très très beaux, je sais pas comment dire, les sous-tons proposés sont vraiment magnifiques avec cette palette-ci, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers cette palette, parce qu'en fait Acer Beauty c'est pas facile de les trouver en Europe, hein. C'est une marque américaine, mais je sais où la trouver et la faire livrer en France. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien en barre d'infos. Mais c'est vraiment une très belle Color Story. Acer Beauty a une très belle qualité, ils ont des packaging très très épurés, je crois que c'est complètement biodégradable, enfin voilà, il y a toute une esthétique à la marque qui est très chouette, et vraiment cette Color Story est particulièrement belle, si vous aimez bien sûr, hein, les verts et les violets, mais voilà, elle mérite pleinement sa place dans le top 5 en tout cas. Là j'arrive, la palette d'après je me dis mais pourquoi elle est que 4ème? Genre c'est pas possible, comment je me suis débrouillée pour qu'elle arrive aussi bas. J'ai fini, et je vous en avais parlé, genre ces palettes que j'avais pas réussi à attraper, j'ai réussi enfin sur le restock de Boozy Shop à attraper
la Dirty Martini de chez Glamlite. C'était celle que je voulais absolument dans la collection parce que j'adore le martini, hein, petite info. Donc c'est celle qui correspondait le plus à ma boisson préférée, mais surtout c'est cette fameuse Color Story verte absolument magnifique. Il n'y a rien à dire, elle est superbe cette palette. Elle, je sais pas comment dire. On a différents sous-tons de vert et on a une belle profondeur, mais on a assez de, comment dire, de fard. Alors ils sont pas trop clairs non plus, mais en fait les mats de chez Glamlite en fait se dégradent beaucoup. C'est ce qu'il faut savoir chez Glamlite, c'est leur métallisé, vraiment leur gros point fort. Leurs mats, ça va, mais ils sont un peu, comment dire, ils sont un peu plus difficiles. Par exemple chez Glamlite, il faut commencer avec les foncés et finir avec les clairs parce qu'en superposition c'est moins bien. Alors moi je sais que j'y arrive mais je mets beaucoup de temps dans ces cas-là. Mais sachez que si jamais il faut commencer avec les foncés et finir avec les clairs avec Glamlite. Par contre leur métallisé c'est chef's kiss quoi. C'est magnifique. Cette Color Story, enfin voilà, moi c'était celle que je voulais en priorité et que j'ai pas réussi à avoir. Elle a enfin été restockée, je pense qu'elle est de nouveau plus en stock. Je ne veux pas dire de bêtises mais voilà, sachez que Boozy Shock la remet en stock périodiquement, donc gardez votre œil dessus si vraiment vous intéresse, mais franchement la qualité est absolument... et à la hauteur des autres, hein, j'ai envie de dire. Je crois que je préfère bien évidemment les métallisés de celle-ci, parce qu'il y en a plein, et qui sont verts, et que voilà, ils ont des sous-tons juste géniaux, mais voilà, elle est vraiment très bonne cette palette, elle a un super format, ça c'est vraiment les palettes de ce format, dans cette collection-là, Mixing Hours je crois, ça s'appelle la collection. Globalement toutes des bonnes palettes, et je suis pas déçue de la Dirty Martini. Alors j'ai un peu triché, est-ce que ça vous surprend? Mais en numéro 3, on va retrouver en fait deux palettes. Je pouvais pas les départager, enfin je pouvais pas les départager. Franchement je pouvais pas. Et pourtant les Color Story n'ont rien à voir, mais c'est de la même marque. Et c'est des palettes de chez Glam Shop. Je vous parle souvent de cette marque polonaise qui propose des fards individuels, pas chers, multichrome, pailletés, c'est un des fards que je porte d'ailleurs sur ma paupière aujourd'hui, c'est un fard Glam Shop, je vous mettrai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Mais clairement, Glam Shop, ils ont, voilà, c'est cette marque qui propose des trucs à un super prix pour ce qu'on a comme qualité. Et lors de mon dernier haul que je vous avais montré, il y avait des palettes que je n'avais pas encore testées. Et elles sont superbes. Donc je les ai mises ex aequo parce qu'elles sont superbes à leur façon, hein. La première c'est Fioletti, parce qu'elle est violette. Vous allez voir, hein, il y a une espèce de récurrence dans mes préférences. Fioletti, c'est celle-ci, et oh mon dieu, qu'elle est belle. Et les fards qui sont dedans sont juste hallucinamment beaux. On a un multichrome ici, puis on a des pailletés de l'espace là, et puis on a quand même des fards mat qui offrent assez de profondeur. Alors le seul truc que je tiens à préciser, c'est que les mats de chez Glam Shop sont un peu poudreux. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ce que ça veut dire, c'est que ils vont avoir donc vous allez soulever beaucoup de produits en prélevant si vous faites pas attention, et ensuite ils vont avoir tendance à se dégrader de partout parce que c'est assez volatile en fait comme formulation, c'est ça. C'est poudreux volatile. Donc si vous voulez une application, il va falloir avoir la main délicate, donc ça prend un tout petit peu plus de temps. C'est important à souligner parce que par contre ces fards métallisés, enfin c'est au doigt. Attention, c'est au doigt. Ne prenez pas un pinceau par pitié. Au doigt, et eux ils se travaillent sans aucun problème, ils ont de l'impact, enfin vraiment facile, ils peuvent se dégrader, enfin c'est vraiment des fards hyper simples, alors que les mats le sont un peu moins. Donc ça je tiens à le préciser, elles sont quand même dans mon top 3 parce que vraiment on a des très belles Color Story et c'est pas cher. Je crois qu'une palette comme ça c'est peut-être 18 €, enfin pour 9 fards qui sont sublimes. Et la deuxième c'est la W Moro, à savoir la camo. Pareil, alors la mienne elle est un petit peu, comment dire, elle est pas très propre hein, parce que voilà, je m'en sers, et là c'est les verts militaires, enfin ça va, donc voilà, ça va très beau, très bien avec le thème de la palette. Mais regardez-moi ça quoi. On a au centre, vous savez, ces fameux fards très texturés avec pas mal de gras, enfin je sais pas comment dire, de grains, et du coup ça fait un espèce de multichrome, on voit vachement les reflets. J'ai porté cette palette et j'ai été arrêtée au moins 3 fois pour me demander ce que je portais sur les yeux. Je suis allée dans mon supermarché local, j'ai passé 20 minutes à parler avec une adorable caissière qui était là, mais c'est trop beau, mais comment vous avez fait? Moi je pourrais jamais faire ça. Et moi je lui disais, mais si, c'est super facile, c'est la palette qui fait le boulot, moi j'ai rien fait, ça m'a pris 10 minutes, ce qui était tout à fait vrai, parce qu'à ce moment-là j'avais pas trop utilisé les mats, j'avais surtout utilisé le métallisé. Mais vraiment pareil, W Moro, je vous la conseille. Même chose chez les mats, hein. Les mats de chez Glam Shop, c'est pas les mats les plus simples, mais en fait les métallisés et les multichromes et tout ce qu'elle propose à côté sont tellement performants qu'au final
c'est pas grave, ça compense largement pour la petite difficulté apportée par ces mattes. Mais alors voilà, celle-ci aussi, elle est absolument sublime. Pour ça, les deux sont poste numéro 3 parce que vraiment c'est un très bon rapport qualité-prix et on se retrouve avec des looks. Alors par contre c'est de l'espace, hein. Si ça vous plaît pas, je vous déconseille Glam Shop. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez les trucs qui jettent un peu, qui envoient des reflets et qui, ben voilà, soulèvent des questions, alors là vous serez servi. Alors là pour mon top 2, enfin même avec les Glam Shop en fait, hein, c'est un peu, là c'était un peu la jonglerie. C'est toi, non c'est toi, non c'est toi. Et en numéro 2, franchement j'ai envie de la mettre en numéro 1 mais je vais la mettre en numéro 2 pour un tout petit doute que j'ai. Et aussi parce que en fait le numéro 1 est mon numéro 2 et je m'en excuse, je vous le dis tout de suite. C'est des palettes qui sont plus que difficiles à avoir et qui nécessitent un investissement conséquent en termes de frais de port et de frais de douane. Donc en numéro 2, une fois que j'ai dit ça, je pense que vous savez ce qui vient un petit peu si vous passez du temps sur ma chaîne. En numéro 2, ça va être la Flight Club de chez Ménagerie. Alors je sais, c'est pas idiote, elle devrait être numéro 1. J'ai envie de la mettre numéro 1, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mise numéro 2. Donc pour rappel, c'est celle-ci. Alors je suis au regret de vous informer que la palette est magnifique. J'aurais envie de vous dire non, ça vaut pas le coup. Mais en fait si vous aimez les violets, franchement elle est magnifique. Les métallisés de cette palette sont juste hallucinants. Enfin, il y a quelque chose à la formulation Ménagerie Cosmetics qui est vraiment particulier. Je saurais pas dire ce que c'est. C'est émollient mais en même temps pas trop. Enfin vraiment c'est l'entre-deux absolument sublime. Et puis on va avoir une superbe, regardez-moi cette pigmentation en un passage, les fards vraiment ont de très beaux reflets, ils se travaillent très bien, ils tiennent très bien. Alors, le petit doute que j'ai, en fait je m'en suis servi qu'une seule fois ce mois-ci, je vais être très honnête, celle-ci je la préserve un petit peu parce que voilà, hein, ça m'a coûté un bras pour la faire venir déjà parce qu'ils n'ont pas tout le temps des restocks et quand ils ont des restocks, ben, faut se précipiter dessus, donc c'est un peu stressant. Moi j'aime pas trop en fait, je vous le dis, hein, et je pense que vous êtes comme moi peut-être. J'aime pas, je suis tout à fait pour acheter chez des marques indie, hein, je préfère supporter des petites entreprises où il y a un côté très humain, je suis pour ça, mais en même temps, le stress généré dans la commande, faut commander dans les 1 minute 30, sinon c'est foutu. Moi ça m'irrite en fait, ça, vraiment je trouve ça très dommage, aussi à nous d'être un peu plus intelligents dans notre consommation je pense. Mais voilà, pour la petite info, voilà, faut vraiment se battre hein, pour avoir cette palette, c'est un tout petit peu dommage. Et ensuite pour la faire venir en France, vous allez payer beaucoup de frais de port parce que c'est une petite entreprise donc ils n'ont pas de deal avec les transporteurs, donc vous allez payer au poids, donc ça coûte très cher. Et ensuite quand ça arrive, c'est frais de douane garantis puisque ça vient de l'extra-Europe, donc ça c'est dit. Ceci étant dit, et ce que je regrette absolument pas, le tout petit doute que j'ai, et il faudra que je la reteste, mais en fait ça m'a un petit peu refroidi, donc en fait je suis en train de me demander, et j'espère que c'est pas le cas, si je ne suis pas allergique à des composants de cette palette, parce que quand je l'ai utilisée, le lendemain j'avais les yeux un tout petit peu gonflés, alors pas énorme, pas des yeux comme ça et à ce moment-là j'aurais su, mais légèrement, et je me suis quand même demandé, je me suis dit est-ce que ce serait pas la palette? Donc je l'ai pas retestée, je la retesterai bien sûr, et je manquerai pas de vous faire un retour, potentiellement sur mon bilan de février. Mais voilà, j'ai eu un tout petit doute en fait sur la formulation, j'espère, mon dieu j'espère qu'il n'y a pas quelque chose qui génère chez moi une allergie. Je manquerai pas de vous le dire. Mais voilà, c'est tout petit doute que j'ai, sinon elle est sublime. Elle est sublime, je suis vraiment désolée même d'en parler parce que je sais que c'est impossible, c'est pas impossible hein, mais c'est vraiment très difficile et très cher de l'avoir. Et pour certaines personnes c'est assez impossible de l'avoir. Ceci étant dit, si vous avez et la patience et les moyens et que c'était une color story, je peux que vous la conseiller, elle est vraiment très belle. Et en numéro 1, et là pareil, je suis désolée. Mais je suis obligée. Et là c'est pour ça, c'est très interchangeable avec Glam Shop, avec Ménagerie, parce qu'en fait les trois sont absolument sublimes. La seule différence c'est que Glam Shop c'est peut-être le plus facile pour nous, mais c'est en fait les palettes de chez Adeb Cosmetics. Alors pareil, j'ai triché, j'ai mis les deux numéro 1, c'est l'association des deux qui fait que c'est en numéro 1. Si j'avais dû les classer individuellement, peut-être Codan serait un tout petit peu en dessous parce que la color story est quand même assez spéciale. Donc ça, pour rappel, Codan. Et ici on a Nin Hydrine, alors je préfère largement la color story de Nin Hydrine, hein. J'aime vraiment beaucoup cette color story, je me suis beaucoup amusée avec ces palettes. Alors la particularité des palettes de chez Adeb Cosmetics, alors déjà pareil, c'est très difficile à faire venir, c'est souvent pas en stock, les restocks sont très longs, genre en gros c'est souvent des précommandes. Vous commandez à un moment donné, vous la recevez 2 à 3 mois plus tard, donc ça il faut le savoir. Et ensuite pareil, petite entreprise, donc gros frais de port, ça coûte très cher à faire venir. Et vous avez en plus les frais de douane qui vous tombent dessus quand ça arrive. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Ceci étant dit,
la qualité est très bonne. Je comprends pourquoi on parle beaucoup de Adept Cosmetics, parce que on a dans ces palettes des formulations qui sont vraiment particulières. C'est pas démétallisé comme chez Glam Shop, c'est-à-dire qu'on a moins de texture à proprement parler, on a moins de grains, mais on a des choses qui sont très émollientes, ça glisse tout seul, ça tient très bien. Les looks que j'ai fait avec ces palettes à chaque fois, ils ont été superbes. J'ai vraiment beaucoup amusé avec ces palettes-ci, notamment avec Nin Idrin, qui est vraiment dans les color story que j'aime beaucoup. Et quitte à choisir, si vous devez en choisir une, je vous conseille plutôt celle-ci parce que en fait il y a quasiment pas de mat chez Adept Cosmetics. Il y a en gros peut-être 2 mats par palette et des fois il y en a même pas. Mais là vous voyez il y a que 2 mats, c'est ceux-ci. Et dans Codan, les 2 mats sont très foncés et très flashy, c'est ces deux-là. Pour faire un look avec Codan, c'est pas facile. Juste avec Codan, hein, j'entends, sans utiliser d'autres palettes. Du coup moi j'utilise en association avec autre chose parce que j'ai du mal en fait à créer un look juste avec ça. C'est assez difficile pour moi. Alors qu'en fait avec Nin Idrin j'y arrive très bien. J'ai pas de soucis parce que les mats qui sont ici, vous voyez, sont assez clairs dans un sens que je peux commencer là et ensuite aller dans les fards. Moi ça me dérange pas de travailler un fard texturé comme on peut dégrader un fard mat plus foncé. Et j'ai fait des looks absolument sublimes. Maintenant j'ai prévu, et je vous le dis, c'est pour ça que je parle pas beaucoup plus que ça des palettes Adept, parce qu'en fait j'ai prévu de vous faire une vidéo sur Adept Cosmetics typiquement, sur ce que proposent les palettes de chez Adept Cosmetics et surtout est-ce que ça vaut le coup pour vous de payer ce prix là, parce que la palette en elle-même fait généralement entre 40 et 55 $, et ensuite vous avez les frais de port qui sont faramineux. Donc si on ramène à la palette va vous coûter au moins 80 $. Donc pour ce prix là, ce que je voulais vous proposer en fait, c'était de faire une vidéo un petit peu en comparant avec d'autres choses qui sont disponibles en Europe, soit au même prix, soit beaucoup moins cher, mais du coup vous aurez moins de difficultés aussi parce que c'est plus facile quand c'est près de soi et vous attendrez moins longtemps aussi. Voilà, je voulais vous faire un petit comparatif. Je ne vous cache pas qu'en fait j'ai filmé une première version de cette vidéo et qui ne m'a pas plu. Donc elle est partie à la poubelle, voilà, ça c'est les risques du métier, que vous sachiez. J'ai prévu de refaire en fait la vidéo et de mieux la construire pour que ce soit bien informatif et que vous ayez vraiment tout à votre disposition. Je voulais vous proposer quelque chose d'assez détaillé, donc ça me prend juste un tout petit peu plus de temps et sachez que je l'ai déjà fait une fois et que... ça n'a pas passé la version montage, ça voilà, hein, pour la petite histoire. Mais voilà, sachez que j'ai prévu de vous apporter plein d'infos sur Adept Cosmetics et notamment des comparaisons entre Adept Cosmetics et d'autres choses, parce que voilà, je sais à quel point c'est difficile de faire venir des palettes comme ça. Et pareil pour la Flight Club de chez Ménagerie, j'ai prévu de faire une vidéo avec mes palettes violettes, donc je la mettrai en comparaison à d'autres palettes violettes et je vous donnerai à ce moment-là un petit peu un aperçu de ce que vous pouvez avoir qui se rapproche mais qui sera beaucoup moins difficile en fait à obtenir si vraiment c'était la color story que vous vouliez. Et maintenant on va juste parler rapidement des palettes qui ont fait partie de ma rotation de janvier et que j'ai utilisé, donc que j'adore. Et là bien évidemment on va plutôt être chez mes chouchoutes parce que souvent quand je sors une palette, enfin voilà, j'ai des états d'esprit en fait quand je me maquille. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi c'est vrai que quand je suis dans une certaine humeur, genre des fois j'ai envie de faire un truc un peu extravagant ou j'ai envie de me faire plaisir en me maquillant, vous voyez, genre j'ai envie de prendre du plaisir et pas forcément être dans le test en mode comment je vais faire, est-ce que ce fard va marcher. Pas du tout, je sais que le fard va marcher, j'ai une idée en tête et je veux que ce soit d'avoir un certain résultat. Je vais généralement aller dans mes palettes chouchou parce que c'est là où je sais que je vais obtenir le look qui va marcher quoi. Alors bien sûr, quand je vous dis qu'on va retrouver mes chouchoutes, on va bien évidemment retrouver Natasha Denona. Donc dans mes rotations de janvier, on avait bien évidemment la Circo Loco, la palette multicolore de chez Natasha Denona que j'adore. Donc j'en profite en même temps que je parle de cette palette. Je sais que Natasha a prévu en gros sa sœur en pastel. Alors la pastel palette, je vais vous mettre un visuel si je le retrouve parce qu'il n'est pas impossible que Natasha Denona ait fait effacer. En fait la palette a fuité. Alors si je puis me permettre, c'est pas la première fois que ça fuite, hein, c'est ce qui s'est passé avec la mini crush chez nous. Mais c'est intéressant qu'en fait en termes de distribution, Natasha a tendance à envoyer les palettes vers ses distributeurs, notamment Selfridge et Sephora, avant la commercialisation prévue. Je pense que la pastel palette on la verra pas avant, à mon avis, fin février voire mars, parce que c'est très
printanier en fait comme Color Story, et moi je vois très bien ça comme étant en fait la palette complémentaire à la Circoloco. La Circoloco est très profonde, hein. Vous avez quelques petits pastels ici qui se promènent, mais elle est globalement très colorée, et quand on voit les visuels de la pastel palette, on se dit ah, on a quelque chose de beaucoup plus clair. Surtout au niveau des swatchs qui ont été faits par la personne qui a trouvé cette palette complètement par hasard dans son magasin, donc trop de chance, j'ai failli lui envoyer un message en mode tu voudrais pas m'en acheter une, je te jure je te la paye, parce que j'aimerais bien la tester pour vous justement. Les swatchs font un tout petit peu peur, ça a l'air très léger. Alors après c'est des pastels, donc il faut s'y attendre. Après apparemment il y a pas mal de duochromes à l'intérieur, ce que Natacha a tendance à faire de plus en plus dans ses palettes, elle rajoute des duochromes, donc ça on lui en veut absolument pas. Mais c'est vrai que les mats ont l'air particulièrement clairs. Donc ce serait intéressant de voir un petit peu quand est-ce qu'elle va finalement sortir la pastel, et est-ce que ce sera le format de la Circoloco, à savoir une palette en dur à 125 €, ou est-ce qu'elle va plutôt opter pour un midi. J'ai quand même l'impression que c'est un format Circoloco. Attention, je pense que le prix, ce sera ce prix-là et pas celui d'une midi. À confirmer, peut-être qu'elle a entendu les retours sur la Circoloco, les gens l'avaient dit si seulement ça avait été une midi, je l'aurais acheté. Ceci étant dit, vu la taille des fards et la disposition, ça ressemble tellement à ça que, attention, ça risque de vous coûter cher. Une autre palette que j'ai beaucoup utilisée sur le mois de janvier et que j'adore, et qui avait été vraiment pour moi la très bonne surprise de 2021, c'est la Rose Quartz de chez Huda Beauty. Pour rappel, c'est cette Color Story, c'est vraiment très printanier, c'est très rose, avec ces espèces de marbrés, on a des fards qui ont beaucoup de texture, avec je trouvais des coloris qui changeaient un peu chez Huda, et j'ai pas changé d'avis. La dernière fois que je m'en suis servie, je suis plutôt restée en fait de ce côté-ci. J'ai voulu tester un petit peu avec les neutres, les orangés, et j'étais vraiment très contente du résultat. Ça fait quelque chose, ça fait très soft glam. Voilà, on peut faire aussi bien soft glam qu'un petit peu plus pétillant. Je suis toujours aussi étonnée de la performance de cette palette. Ça m'a un petit peu réconciliée avec Huda Beauty, avec les sessions Wild Obsession. Voilà, là sur les deux dernières sorties, je suis franchement agréablement surprise. Donc là, ça fait partie de ma rotation, de ce que j'ai utilisé en janvier. En parlant de chouchoute, bien sûr qu'il y a des palettes pâtes qui ont fait partie de ma rotation, dont bien évidemment sa sortie des fêtes de fin d'année d'une de ces méga Mothership, à savoir la méga Mothership Celestial Odyssey. Je me sers en fait très souvent de cette palette. C'est cette Color Story-ci qui nous a un petit peu changé d'habitude. Alors il y a toujours des roses et il y a toujours des dorés, mais elle nous a quand même proposé des touches de vert, voilà, de plus de profondeur, avec un peu des trucs un peu soft glam. Je trouve que en fait cette palette est très complète. À chaque fois je fais un look complètement différent. Il y a des teintes dans cette palette que j'adore absolument, dont celle-ci particulièrement. Pour moi une valeur sûre, cette palette-ci, je m'en sers régulièrement. Elle n'a pas manqué à l'appel, je m'en suis bien évidemment servie en janvier. Et je trouve que c'est important en fait de vous montrer ces palettes dont je me sers et qui sont pas forcément nouvelles. Bien évidemment, servez-vous de ce que vous avez, et potentiellement il est probable que dans ce que vous avez déjà vous allez retrouver des similitudes avec ce qui peut être de nouveau proposé sur le marché. Mais voilà, bien évidemment je me suis servie de celle-ci, et je me suis servie de deux Mothership qui ne sont pas celles qui sont les plus haut classées, mais dont j'aime bien servir dans cette période-ci où il fait un peu plus gris et je sais pas comment dire, on a envie de printemps. Je sais pas si ça vous fait ça, moi je suis très saisonnière dans mes applications de make-up, alors ça se voit pas trop parce que j'ai un peu toutes les couleurs dans ce que je vous présente, mais c'est vrai que je suis assez soft glam l'hiver, c'est assez marrant, surtout ces derniers temps avec le boulot que j'ai eu et les configurations dans lesquelles je me suis retrouvée, j'étais plutôt dans le soft glam. Bon, il y a eu de la couleur, hein, mais c'était plutôt sur mon temps un peu off ou quand je savais que j'étais pas en visio. Et quand je vous dis soft glam, je vais vous présenter ces palettes-ci parce que j'ai eu des questions sur Insta, et n'hésitez pas en fait à aller me retrouver là-bas pour si jamais vous avez des questions ou pour me mentionner sur des nouvelles sorties. Franchement ça me fait super plaisir de partager avec vous, donc n'hésitez absolument pas. Et j'ai quand même souvent des questions sur Pat McGrath ou sur Natacha, parce que c'est vrai que ce sont des marques dont je parle beaucoup sur ma chaîne, et ça me fait très plaisir que vous me demandiez. Alors sachez que je ne me considère pas experte. J'aime tellement les marques que voilà, j'ai testé beaucoup de leurs produits. Après, je suis pas une experte absolue, sachez-le, mais je suis toujours très contente de pouvoir échanger avec vous sur nos copines. Et donc en parlant de Pat McGrath et des Mothership, la Mothership pour moi qui est la plus soft glam, qui vraiment est celle qui va vous faire un look très pro, très simple, avec un petit truc en plus mais pas trop, c'est la Divine Rose 1. Et j'ai eu des questions là-dessus sur voilà, qu'est-ce que je conseillerais si je veux quelque chose d'assez tranquille, genre je veux pas des paupières stratosphériques et je veux pas des trucs trop colorés, mais je veux quand même une expérience un peu différente. Je vous conseille la Divine Rose 1. Alors elle ne paye pas de mine, attention, c'est très soft glam. Je tiens à le dire, c'est peut-être la palette la plus soft glam de chez Pat, et dans un sens la plus
classique. On n'a pas de choses extravagantes dans cette palette. C'est une palette aux teintes assez claires. Donc la teinte la plus foncée, hein, c'est celle-ci. Alors vous inquiétez pas, elle a beaucoup de pigments, ce marron, mais c'est pas un marron foncé et c'est pas un noir. Et ensuite on a des teintes qui sont vraiment très très claires, très couleur peau, un peu taupe. Et les astros qu'on va avoir à disposition dans la Divine 1, ce sont les astros les plus légers. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un impact de grand malade avec les astros de la Divine Rose 1 parce que c'est pas ça. La Divine Rose 1, c'est quelque chose de très soft glam. Alors je sais que pour certaines personnes, ça a été un peu décevant parce qu'on parle tellement de Pat McGrath et justement des fards astro et de ce qu'ils apportent, que dans la Divine Rose 1, ça peut être un peu décevant quand on se retrouve avec une palette comme ça dans les mains. Sachez qu'en fait, c'est simplement que dans l'idée de la Divine Rose 1, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 soft. Donc les astros et les fards spéciaux sont dans la lignée de ça. Ceci étant dit, ça fait des looks magnifiques. Moi j'aime beaucoup m'en servir quand je veux faire un soft glam avec un tout petit truc en plus. Et ben ce sont les astros en fait qui m'apportent ce petit truc en plus, mais pas trop. Genre je veux vraiment par contre rester dans le soft. Je veux pas partir dans le soft, un petit peu soft, ce que j'ai commencé à faire ici. Et pan, après, après pouf, je lâche une bombe à paillettes. C'est pas ça, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus subtil avec la Divine Rose 1. Donc si jamais vous posiez la question, c'est ça. La Divine Rose 1, c'est le soft glam pétillant subtil. Si on pourrait la résumer. Je sais pas si c'est un bon résumé, mais je trouve que c'est pas loin. Par contre, sa sœur, elle en voit un petit peu plus. Et c'est la Divine Rose 2, dont je me suis également servie, notamment pour faire un look 3 palettes, pour avoir un look un petit peu à la mini crush. Ça, c'est la Divine Rose 2, donc vous voyez, elle est beaucoup plus profonde. Elle est dans un sens beaucoup plus coloré. On a ici le premier duochrome, un peu triochrome de chez Pat McGrath. Ça c'était vraiment une nouvelle formulation. On ne l'avait pas avant la Divine Rose 2. Même ce qu'on avait dans la Divine Rose 1, c'est une espèce de duochrome. C'est pas aussi multichrome que celui-ci et la consistance n'est pas tout à fait la même. Mais par contre, on a vraiment ici quelque chose qui est tout à fait saint-valentesque. Ça n'existe pas ce mot. Ce n'est pas grave. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est... J'aime beaucoup m'en servir dans cette période de l'année. C'est un petit peu là où je pense à la Divine Rose 2, moi. Et voilà, je l'ai sortie. Bien évidemment, moi je suis allée jouer avec ce farci. En plus du look que j'ai fait avec la mini crush, parce que c'est peut-être les associations que je préfère. Et moi j'aime beaucoup en fait associer ce rose avec ce doré. J'aime beaucoup le résultat, c'est assez... c'est très peps, ça envoie un peu du bois. Mais bon, hein, moi ça me plaît. Donc voilà, sachez que si vous hésitez entre les deux, si vous en voulez pas autant, mais que vous voulez l'expérience Pat McGrath, la Divine Rose 1. Par contre, si vous voulez vivre l'expérience Pat McGrath en étant dans une color story rose, je vous conseille plutôt la Divine Rose 2. On va un petit peu changer de gamme parce que bon, Natasha et Pat McGrath, on est plutôt là-haut. Dans les palettes que j'ai mis et que j'ai utilisées pendant le mois de janvier, et notamment en combinaison avec les palettes de chez Adept Cosmetics, parce que je sais pas si vous avez vu, chez Adept, voilà, on n'avait pas beaucoup de mat. Du coup, je suis allée chercher en fait des mats qui je savais allaient fonctionner et qui avaient la bonne tonalité de chez BH Cosmetics. On y revient. Donc j'ai utilisé Beautiful in Barcelona parce que j'adore les teintes de cette palette. C'est assez profond, c'est très hivernal et puis ça allait bien en fait avec les teintes un petit peu bleues qui étaient dans la Codan. Donc je me suis servie de Beautiful in Barcelona. J'aime beaucoup ces palettes Sea Travel Series, j'en parle souvent, donc n'hésitez pas. Et il y a mon chat qui vient nous rendre visite, qui essaie de se mettre sur mes palettes, donc ça c'est hors de question. Et l'autre palette que je suis allée utiliser et qui fait partie de cette gamme de chez BH Cosmetics que j'adore, c'est une des Sweet Shop et c'est la Bubblegum. Pareil, parce que j'avais besoin de bleu et que je savais que ces bleus marcheraient. Et c'est celle-ci. Alors, plus bleu tu meurs, mais elle est absolument géniale. Je ne sais pas si certaines des palettes de chez de la collection Sweet Shop sont toujours dispo. Si c'est le cas, n'hésitez pas si vous voulez des monochromatiques qui fonctionnent, qui sont pas chères et qui ont aussi bien des mats que des métallisés qui marchent. Je peux que vous conseiller cette gamme, elle est absolument sublime. Et enfin pour terminer ce petit round-up de palettes du mois de janvier, de ce que j'ai utilisé deux autres palettes de chez Beauty Bay. Je me suis découvert un nouvel amour pour Beauty Bay, d'ailleurs j'ai commandé la nouvelle Love Notes, hein. Donc si ça vous intéresse une revue sur celle-ci, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En attendant, j'ai utilisé celle d'avant, à savoir la Age of Opulence, pour rappel. C'est celle-ci, je suis vigilante parce que le fard est arrivé cassé, c'est pas moi qui l'ai cassé. J'ai un amour particulier pour cette palette. En fait, ce que je trouve absolument génial, alors elle est très profonde, et en même temps, la dernière fois que je m'en suis servie, j'ai fait un truc en fait assez léger. J'ai joué sur les métallisés pour faire un espèce de délavement de couleurs, donc j'ai joué aussi bien dans les bleus que dans les marrons et je les ai mélangés et ça a trop bien fonctionné. Donc vraiment, les palettes de Sformacy de chez Beauty Bay la qualité est incroyable. Je suis très agréablement surprise par cette qualité. Justement, j'ai pour objectif de vous comparer ce que peut proposer Beauty Bay avec ces autres palettes de marque indie qui sont impossibles à faire venir
en Europe, donc voilà, c'est dans mon idée, mais sachez que la Age of Opulence ou la Wilderness, ces formats là, pour l'instant, j'ai jamais été déçue. On va voir avec la Love Note, ce qui a l'air très clair, comment ça va marcher, mais en tout cas la Age of Opulence, je m'en sers très fréquemment, elle est très belle, et celle où j'accuse, et je remercie en même temps les coquetteries de Laetitia, c'est la palette en collaboration avec Jade, que je ne connais pas, hein, mais qui est une palette énorme, mais qui propose un énorme choix. C'est ce choix moi qui me plaît, elle est sublime. La dernière fois que je m'en suis servie, j'ai fait un look plutôt dans les verts en fait. Je suis partie en haut, d'habitude j'ai plutôt tendance à être dans ces coloris là, un petit peu violet tout ça. Là je me suis dit non, je me suis un peu forcée, je me suis dit non, il faut que j'aille un peu plus dans les verts, dans les bleus. Et elle performe vraiment très bien, enfin... Bon, elle est énorme hein, cette palette, hein. Je dis regardez, elle fait plus que ma tête, c'est un truc de fou. Mais par contre, on a vraiment tout un assortiment. Si vraiment, en fait, dans un sens, vous vouliez une arc-en-ciel pas trop chère, qui vous propose aussi bien des métallisés que des mats et qui marche, je vous conseille ça. Hein. En plus, je crois qu'en ce moment, elle est en promo. C'est tout bénef. Et c'est tout pour aujourd'hui. On s'en est sorti. La vache, on a passé un sacré moment ensemble, mais ça me fait toujours plaisir. J'espère que ce petit bilan mensuel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, bien sûr. Et dites-moi en commentaire comment est-ce que vous faites vous pour sur votre utilisation de vos produits, soit au quotidien, soit de façon hebdomadaire ou voire mensuelle. Est-ce que vous gardez une petite trace de ce que vous utilisez ou pas, ou est-ce que c'est un petit peu selon l'envie du jour? Est-ce que au contraire vous avez genre une palette que vous utilisez à mort? Bah voilà, n'hésitez pas un petit peu à faire votre retour d'expérience en commentaire, ce serait toujours hyper intéressant. Si ce n'est pas fait, bien sûr, abonnez-vous, ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec nous. Ça y est, on a passé la barre des 1500, donc là mon cerveau genre il explose. Je suis infiniment reconnaissante, je suis en train d'accumuler un petit butin comme j'ai l'habitude de faire, parce que voilà, j'ai gardé comme objectif et je garderai toujours cet objectif de pouvoir vous rendre. Vous pouvez pas vous imaginer comme c'est incroyable d'avoir les retours que j'ai. Alors je sais que ces derniers temps, malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous répondre en commentaire, mais sachez que je les lis tous, donc n'en doutez pas, je les lis tous et je suis toujours très touchée que vous preniez le temps de m'écrire. Je vais être un peu plus vigilante à mieux vous répondre parce que c'est tout à fait normal, hein, c'est le minimum syndical, donc je dois m'y atteler ce week-end normalement. J'ai une toute petite fenêtre d'opportunité, donc je pense que je vais m'en servir. En attendant, voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour faire partie de cette communauté et n'hésitez pas à échanger entre vous. Je pense que c'est encore le meilleur dans cette expérience, c'est de rencontrer des gens comme ça passionnés et qu'on puisse se donner des petites astuces ou des petits conseils ou voilà, répondre les uns les autres à nos questions. Enfin, je trouve ça juste génial, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est vraiment tous trop sympas par ici. Et vous savez que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!